Alors, s'il y a ce livre, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est très, très original et très inventif. Mais il n'est pas que original et inventif. Bien sûr, moi je vais dire que quelques mots. Hein. C'est toi qui va nous en dire un peu en marge du livre. Je sais que c'est pas facile toujours de reprendre ce qu'on a dit dans le livre. Mais il est original et très inventif, mais il est aussi extrêmement pointu. Il est extrêmement rigoureux dans les formulations théoriques. C'est un livre théorique et un livre rare aussi parce que, comme tu le disais, finalement, la manie déjà, on ne la traite pas tellement psychanalytiquement puisque maintenant, avec les médicaments, assez rapidement, on calme la manie. Et il y a peu de choses qui ont été écrites sur ce passage maniaque, en tout cas que je sache, dans la mélancolie. Et toi, vraiment, bien que ça s'appelle rythme et mélancolie, c'est quand même autour d'un cas de manie que tu progresses et que tu fais tout ce parcours énorme. Et ce parcours, ce qu'il y a de très original dans le travail de Sylvia Luppi, c'est qu'elle le fait, elle s'est pensée la cure avec la musique, et plus particulièrement avec le jazz et le free jazz. Et alors, je dois dire que c'est la première fois que j'ai eu le plaisir de lire un livre de psychanalyse en me disant en même temps, je vais écouter John Coltrane, j'ai écouté un peu de free jazz, c'était, comme je suis une 68 art, c'était quand même notre époque, le free jazz, mais effectivement, ça fait longtemps que je n'avais pas réécouté, mais là j'ai pu te lire et à certains moments, c'est vraiment très intéressant quand on est en pleine manie, si on peut dire, dans certains passages de ton livre, d'entendre Archie Shape. Donc je vous recommande cette lecture musicale. Alors, l'insistance de ton livre porte aussi sur une question qui est rarement peut-être tenue avec cette rigueur, c'est celle du rythme. Donc tu précises à quel point essayer de tenir un rythme dans une cure est tellement importante. Bien sûr, encore plus dans l'exemple que tu donnes de la manie. Mais c'est peut-être vrai dans d'autres cures aussi. Et d'un livre à l'autre, ça m'a fait penser au livre de Ray Faber, qui parlait aussi d'une concertation rythmique. Bien sûr, Geneviève Hague en parle beaucoup aussi. Et j'avais envie, en perspective de la mélancolie, de reprendre le livre de Claude Raban qui est là, Métamorphose de la mélancolie. Malheureusement, comme on n'a eu qu'un mois pour prendre connaissance de ton livre, je ne pouvais pas lire ton livre et relire Mélancolie, la métamorphose de la mélancolie de Raban, mais j'ai ouvert les premières pages et il y a du rythme, tout de suite rythme dans la première page de ton livre. Donc c'est vraiment une question très importante et que toi, tu développes tout le long de ton livre. Et alors, ce rapprochement, bien sûr que ce que j'ai trouvé tout à fait remarquable dans ton livre, c'est ce que tu dis de la présence du psychanalyste. Alors, je ne sais pas si tu parles une fois de transfert, mais ce qui est beaucoup plus remarquable, c'est la qualité de la présence de l'analyste dont tu parles et qui est obligé, qui est tenu d'avoir cette écoute particulière musicale. Tu parles d'une communication musicale et dans laquelle, bien évidemment, on est loin des cures, disons, en gros, de névrosés quand même, où il s'agit, où on n'est pas dans l'interprétation et dans le sens, et on est dans toute autre chose. Et effectivement, ça fait, tu le dis, hein, ça fait penser à ce que Lacan a dit de la langue. Il faut trouver une écoute qui s'approcherait le plus possible de ce qu'on appelle la langue. En fait, quelque chose de très archaïque et qui est du côté du son et pas du sens. Alors, tout le livre de Sylvia Lippi développe de façon extrêmement articulée toutes ces questions
Donc c'est vraiment chapeau. C'est un énorme travail probablement et dont on a été très admiratif et qui nous a fait aussi, on se voit une fois avant la rencontre avec toi et ça nous a fait beaucoup travailler. Il y a Jean-Jacques qui nous disait combien ça lui a fait entendre quelque chose, il me semble, d'un patient psychotique, je suppose, hein, parce qu'il est quand même question principalement de psychose. Et Jean-Jacques nous disait que ça lui a fait entendre quelque chose, et on peut le dire tous à notre manière. Et quand même, quoi qu'on dise, c'est important d'insister sur la psychose telle que tu le dis, et ça m'a évoqué bien sûr des cures particulières, parce qu'on est particulier aussi, peut-être plus encore, avec les patients psychotiques où il faut avoir une invention, être dans une authenticité particulière. Alors, bien sûr, Sylvia Lippi, si elle a choisi, si elle n'a pas choisi, je pense, si elle s'est retrouvée prise avec psychanalyse et musique, c'est pas par hasard. Elle a été danseuse, elle a fait des claquettes, et j'imagine que ça met dans le rythme de façon particulière aussi. Donc, tu as utilisé ton génie, si on peut dire, au profit de ce travail qui est un travail très difficile en psychiatrie, avec des personnes maniaques, exaltées, logoïques, la fuite des idées. C'est vraiment extrêmement fatigant comme travail et c'est très remarquable comment tu arrives à trouver ce silence intérieur sans doute et cette façon d'être là sans intervenir, je pense, beaucoup, juste avec quelque chose qui se communique d'inconscient à inconscient à travers le silence, un calme que tu trouves probablement avec l'accompagnement musical. Voilà, donc je voulais te dire ça pour commencer. Alors, il y aura d'autres questions, on a eu des questions, mais je ne voudrais pas charger trop les choses. J'avais envie de t'entendre peut-être nous dire un peu comment quand même ça t'est venu, comment ça s'est construit progressivement pour toi, ce livre. Bien sûr. Alors, donc d'abord, je tiens à dire qu'il y a 3 influences principales dans ces livres. La première, tu l'as dit, et je suis très contente que Guidana soit là, qui m'a initiée au travail en psychiatrie. Et c'est vrai que la façon avec laquelle nous travaillons dans ces services permet de, comme tu disais tout à l'heure, de penser ou d'inventer la clinique sans se référer forcément à des protocoles, compris les protocoles entre guillemets analytiques. Hein. Donc ça, d'ailleurs c'est la première personne que je remercie par rapport à nos dialogues, voilà, nos discussions, etc. etc. Donc l'influence institutionnelle de la clinique des psychoses. L'autre, c'est, je dirais, ce sont des études de linguistique ou des structuralistes, hein, la linguistique structurale, voire anthropologie, Jacobson et Lévi-Strauss. Et troisième point, comme tu as dit, les jazz et le free jazz. Voilà. Donc la situation est née dans un centre de crise. D'ailleurs, c'est un centre de crise que Guidana a créé. Il n'y avait pas. Donc, pour des hospitalisations, disons, courtes, hein, ça c'est la façon avec laquelle il est employé principalement ces lieux. Et donc, il y a cette patiente qui n'arrête pas de parler. Hein. Je dirais qu'elle était en état hypomaniaque, hein, aurait dit Kraepelin, pour utiliser les termes psychiatriques classiques. Et elle n'arrêtait pas de parler, de s'agiter, de faire des choses. Elle était très sympathique,
hein. Les services étaient fascinés par elle, mais en réalité, on ne comprenait rien de son histoire, de ses problèmes, de ses dettes, de son travail, de ses enfants, de ses traumatismes, etc., etc. Donc, elle faisait des groupes de parole, mais finalement, on essayait toujours de la bloquer de parler parce qu'elle n'arrêtait pas et donc ça n'apportait rien. Donc, quand elle parlait avec, disons, les autres malades, entre guillemets, c'était la même situation. Ils ne la supportaient pas parce qu'elle parlait tout le temps, etc., etc. Donc, on essaye avec les psychiatres qui étaient son référent de penser en psychothérapie. Voilà. Et donc, moi, j'étais très contente parce que, bon, je faisais aussi un thèse de doctorat sous la psychose, un espace et psychose à Paris 7. Donc, j'étais très contente de ces cas, voilà, que j'aurais pu finalement essayer de voir des solutions possibles par rapport à son problème. Donc, je commence à la voir. Évidemment, pour moi, les problèmes sont les mêmes. Hein. Elle n'arrête pas de parler, elle ne m'écoute pas si je lui pose une question, elle n'entend rien, etc., etc. Mais en même temps, je me suis dit, là, qu'est-ce qu'on fait? On la bloque, ça ne marche pas. Je veux dire, on avait vu, d'ailleurs, elle avait évidemment ses médicaments, elle avait tout ce qu'il faut, mais bon, ça ne changeait pas son état. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec elle, hein? Donc, moi, j'étais tout calme. Je me dis, on la laisse parler. On la laisse déborder. On laisse, disons, évidemment, vous pouvez comprendre qu'il n'y avait pas forcément des séances courtes. Hein, il n'y avait pas, c'était même pas la question. Il y avait disons, des séances vraiment variables et aussi tout arrivait pendant ces séances. C'est-à-dire, ça pouvait arriver que moi je sortais, j'allais aux toilettes, je revenais, elle était encore en train de parler. Il y avait aussi des stagiaires qui assistaient aux entretiens et des infirmiers. Et donc, ça pouvait arriver que je sortais prendre un verre d'eau, je rentrais. C'est-à-dire, j'étais la seule qui intervenait avec elle. Mais disons que tout pouvait se passer. Hein. Il y avait une série de situations qui permettaient, c'était quoi la finalité de ces situations hétérogènes? La finalité était celle de voir ce qui se passe entre nous, si les liens tiennent, et les liens commençaient quand même à tenir, parce qu'elle venait toujours à sa séance, au début elle sortait tout le temps son portable, elle téléphonait en même temps, et au fur et à mesure les portables, elle les mettait d'un côté, parfois je disais un mot, elle s'arrêtait, elle reprenait, parfois elle commence à me répondre, elle reprend son discours. Vous voyez, il y avait toute une série de situations qui changent, et je me rends compte vraiment que les problèmes entre nous étaient les rythmes. Ce n'était pas tellement ce qu'elle disait, les faits qu'on ne comprenait pas, ce qu'elle disait, combien de fois on ne comprend rien à nos patients, même avec les névrosés. Hein. Mais l'idée qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas au niveau du rythme. Hein. On n'était pas ensemble au niveau du rythme. Hein. On était là, nos présences étaient là, mais il y avait quelque chose qui n'était pas transcendant, hein. Ce n'était pas une loi symbolique qui n'était pas inscrite, vous voyez, tout ce qu'on connaît, forclusion du nom du Père, il n'y avait rien de tout ça à ce moment-là. On ne percevait rien de tout ça, sauf quelque chose au niveau d'une certaine, dirons, harmonie entre nos paroles qui n'étaient pas en place. Et c'est là que je me suis un peu rendu compte qu'on pouvait travailler à partir de cette question-là, pour commencer d'abord une communication. Je l'ai dit d'une façon, l'analyse n'est pas évidemment que communication, mais parfois avec les psychotiques, pouvoir établir une communication, ce n'est pas parce que les psychotiques ne communiquent pas, les psychotiques communiquent très bien, mais simplement parce que parfois on a ce que Lacan appelle les discours différents, hein, quelque chose, quand il dit les psychotiques n'est pris dans aucun discours établi, dans l'étourdi, ça veut dire qu'il n'est pas pris dans nos discours névrosés, disons, hein, où on a une capacité, une possibilité de faire lien social à partir de quelque chose qui est propre à nous-mêmes. Alors avec les psychotiques, ils font inventer un lien social.
Et il faut partir aussi de leur façon aussi de penser ou de vivre les liens sociaux. Voilà. Donc, à partir de là, je me suis un peu intéressée à toute cette question, même théorique. J'ai repensé à qu'est-ce que c'était pour moi, qu'est-ce qui avait été pour moi la question du rythme, qui avait été une question qui m'a traversée, je dirais, corporellement, pour dire les choses comme elles sont, pendant plus que 20 ans. Donc, j'ai un peu utilisé mes outils. Moi, je faisais de l'improvisation, hein, je faisais des claquettes. Je n'ai jamais étudié la musique, hein, sinon je l'ai lu comme, disons, comme théoricienne. Je n'ai jamais pratiqué aucun instrument musical. Sinon, les claquettes, que c'est une sorte de batterie, hein, si on veut, ou quand même une façon de penser les rythmes, ou de structurer les rythmes à partir de quelque chose qui part vraiment directement du corps. Voilà. Donc je dirais que c'est à partir de là que les choses ont commencé un peu à fonctionner. Et comme tu disais, hein, ils se sont créés d'abord des intervalles, des silences, et après on a commencé ce qu'on pourrait dire une cure classique, l'historique, l'histoire de la patiente, très importante, est venue après. Au début, c'était très difficile de les trouver. Ou bien sûr, on avait des choses qui apparaissaient dans les dossiers. Mais bon, nous, en tant que psychanalystes, c'est vraiment pas ça qui fait les centres de l'affaire. Donc, disons, et surtout, il fallait que les sujets s'approprient de son histoire. Et quand elle a pu faire ça, reprendre vraiment l'histoire de son traumatisme, l'histoire de sa vie, sa problématique avec ses enfants, etc., etc. Là, les choses ont vraiment commencé à changer. Hein. Évidemment, je n'étais pas seule. Hein. Il y avait la maison thérapeutique. À Lyon, elle a été hospitalisée, disons, pas hospitalisée, une fois sortie de l'hospitalisation, elle était une maison capable de l'accueillir parce qu'elle n'était pas prête pour rentrer chez elle. Je veux dire, il y a toute une équipe avec qui on a travaillé. Hein, et chacun essayait d'amener les siens. Donc vous voyez, là aussi, il y avait un certain rythme. Et ça, je l'ai dit parce que c'est très important en institution qu'il y ait du rythme. C'est-à-dire quand il n'y a pas de rythme, on les sent tout de suite, ça ne marche pas. Hein. Chacun fait, disons, sa musique dans son coin et ça ne marche pas. Hein, là, c'était une époque d'or où on était tous ensemble. Et voilà, jusqu'à quand la patiente a pu, disons, reprendre un rythme qui n'était pas si néfaste pour elle. Encore une fois, l'idée, hein, je tiens beaucoup à dire ça, c'était pas de ramener cette patiente à mon rythme, au rythme institutionnel, mais c'était créer un nouveau rythme entre son rythme à elle et les miens et les nôtres. Vous voyez, ça c'est un point qui, pour moi, très important. Je pense avec Guy, avec d'autres personnes, je fais partie des... Bon, ça fait plusieurs années que j'essaie de penser la clinique de la psychose et penser la structure de la psychose non comme déficitaire par rapport à la névrose, au sens vraiment propre du terme. D'ailleurs, beaucoup d'expériences les montrent, hein, beaucoup de nos patients, soit au cabinet, soit en institution, qui sont parfois beaucoup moins troublés ou dérangés de certains cas de névrose. Donc voilà, ça c'était vraiment un exemple, hein, qui me permettait de montrer à quel point il s'agissait simplement d'inventer quelque chose et n'est pas du tout de soigner, on n'est pas reconstituer un symbolique inexistante, etc., etc. Hein, il ne s'agissait pas de penser une loi transcendante qui aurait été manquante pour ces sujets, qu'il fallait reconstruire, etc. Il n'y avait pas voilà, de l'ordre de la réparation. Exactement. Il ne s'agissait pas de réparer. Évidemment, nous sommes loin de la clinique anglaise, de ce côté-là, au moins de ce que je connais de la clinique anglaise. Et nous sommes plutôt proches, hein, de la clinique du symptôme de suppléance, tel qu'il a été formulé par Lacan dans les séminaires éponymes. Hein. Et si je peux dire une autre chose, c'était donc
disons que les livres A disons, comme thème principal, celui que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire le fait de penser à partir d'un cas des manies, comment la psychose n'est pas déficitaire en soi, hein, les problématiques surgissent quand il y a un lien social qui est rompu, ça je suis très freudienne à dire ça. Et l'autre exemple, c'était de repenser la notion psychanalytique de symbolique. Hein. Dans les derniers temps, c'est un terme qui n'a pas beaucoup eu de succès parmi les lacaniens. Les réels a pris, disons, toute la place. Et effectivement, il s'agissait, alors que moi j'avais été fascinée par Lacan, notamment par les symboliques, par la façon avec laquelle il pensait les symboliques, hein, comme je disais tout à l'heure, la linguistique, les signes, voilà, Saussure, Lévi-Strauss, Jacobson, c'est ça qui m'avait, les signifiants, toute cette clinique-là m'avait beaucoup intéressée. Et effectivement, ces cas, et le travail, parce que c'est vraiment, les personnes qui l'ont lu pourront le dire, hein, c'est vraiment là une analyse d'un cas, hein, c'est à la façon freudienne, hein, très classique, voilà, et avec des avancées théoriques en parallèle, voilà, du cas qui est, disons, expliqué et analysé. Donc, je vous disais, ces points du symbolique mettaient à cœur, c'est-à-dire il s'agissait de penser les symboliques non plus comme cette instance transcendante, hein, comme cette loi, un peu la loi du Père, comme une loi, disons, figée, une structure, comme si c'était quelque chose qui venait établir une organisation fixe et figée de la structure. Ce n'était pas du tout mon idée. Je pense qu'il y a eu un peu un dérapage chez Lacan à un certain moment, à partir de sa lecture de Lévi-Strauss en particulier. Et donc, il y a notamment transformé l'Édipe en loi symbolique. Hein, je vais un peu vite, à la limite, je pourrais y revenir après. Mais disons, ce qui m'a permis d'analyser ces cas, et en particulier les Frugès, c'est la possibilité de penser la loi, donc une organisation symbolique, un ordre symbolique, non à partir de quelque chose de fixe et de figé, et encore une fois transcendant, hein, comme une loi qui venait au-dessus de tous les autres éléments, mais comme une loi qui se faisait subjectivement, hein, je dirais, à partir de chaque singularité, hein, et qui était vraiment propre au sujet lui-même. Les Frigès m'a permis effectivement de me rendre compte de cela. Quand vous écoutez un morceau de Frigès, effectivement, ce n'est pas de la cacophonie, mais ce n'est pas non plus une musique classique où il y a un tempo respecté par tous les musiciens. Non, parfois les tempos sont différents. Il y a vraiment une série de... Parfois, il y a deux batteries dans les premiers Complete Communication. Il y a vraiment deux batteries qui jouent en même temps avec des temps différents. Mais, nonobstant cela, quelque chose tient. On sent qu'il y a une loi qui fonctionne. Moi, je l'appelle les swings, parce que je ne suis pas musicienne, hein, mais je dis qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas n'importe quoi. Mais ce n'est pas la loi du tempo, hein, avec une vitesse constante, qui ça serait la loi, disons, transcendante, hein, en ce sens. Donc l'idée, après, je me suis rendu compte que mes idées un peu comme ça, un peu bricolées, hein, disons, à partir de mon idée de free jazz, étaient vraiment en connexion avec toute une nouvelle, disons, façon de lire le structuralisme, en particulier les travaux de Patrice Maniguier, qui travaille encore avec l'idée du symbolique et l'idée des structures comme variation, hein, c'est-à-dire un ensemble, hein, qui est tel à partir des variations, à partir
des mutations. Vous voyez, nous sommes loin de l'idée du symbolique comme les pères qui ordonnent tout l'affaire. Hein. Donc, à partir de cette idée de variation, on peut penser, il ne s'agit pas encore une fois de penser les chaos au sens propre du terme, hein, ce n'est pas du tout les chaos, mais il s'agit de penser une loi dans chaque sujet. Et à ce point-là, je dirais même à partir de la psychose, cela peut être appliqué aussi à partir de la névrose. Hein. Je pense à la névrose obsessionnelle avec notamment un symbolique trop figé, avec des lois, une organisation qui ne bouge pas assez. Hein. Je pense, voilà, j'ai dit des choses un peu génériques, mais pour qu'on se comprenne. Hein. Mais disons, à partir de là, comment bouger, comment inscrire un symbolique, comment penser un symbolique, hein, qui permet la variation et les différentes combinaisons entre les éléments. Hein, les types, les rapports, ça peut être tout, les rapports à la pulsion, etc. Hein, d'ailleurs, je pense de m'inscrire disons, dans la lignée freudienne. Hein, la pulsion est principalement une grammaire. Mais attention, la grammaire, on la pense comme figée alors qu'elle ne l'est pas du tout. Hein, la grammaire change tout le temps. Hein, avec à partir un aléatoire, hein, qui fait partie de notre existence. Hein, donc même la grammaire, il ne faut pas la penser comme quelque chose de figé et fixe et immuable. Hein, tout change. Donc même la pulsion, quand Lacan dit la pulsion est une grammaire, bien sûr, active, passive, etc., mais organisée. Hein. Donc mon idée, c'est aussi, si on veut rester dans les problématiques lacaniennes, est l'idée que les réels ne peut pas être pensé sans les symboliques. Voilà. Hein, je dirais, alors que dans les dernières mouvances de nos collègues lacaniens, c'est plutôt donner une place prioritaire au réel. Hein. Moi, je pense que les trois registres sont également importants et voilà, et les symboliques vraiment doit, à mon avis, être un peu repensé à partir aussi de cette nouvelle lecture du structuralisme contemporain. Effectivement, je trouve que le travail de Sylvia est très sérieux, au sens où elle reprend, bon, les lacaniennes freudiennes, mais lacaniennes aussi. Et je suppose que tu as bien lu le travail des Lacan, en plus tu as fait une thèse, on entend bien. Ton livre, effectivement, c'est ce qu'on s'est dit tout de suite, et il y a beaucoup de références. Hein. Il est très plein. Un peu maniaque. Oui, on a dit ça en rigolant. Bah, sinon, tu l'aurais pas fait comme ça. Bien sûr, c'est vrai que la partie musicale, jazz, la vitesse, enfin les derniers chapitres nous ont peut-être plus retenus que le reste, mais en même temps, c'est un livre très sérieux au sens où tu reprends beaucoup de formulations lacaniennes, peut-être actuelles, comme tu dis, et que tu revisites et que tu nuances de façon importante, tout ce qui concerne le nom du père et le père du nom aussi. Et à la fin du livre est très importante, et là tu reformules les choses en les centrant pas uniquement sur Joyce au fond, et ceux qui se font un nom public. Exactement. Hein, il y a moyen de s'arranger sans que ça soit forcément un nom public. Tu reprends des choses comme ça qui permettent un peu de nuancer. Tu dis des choses qui nous ont beaucoup intéressés sur un enfant ébattu. Voilà. Alors, battre la mesure, tu traduis en allemand, ça veut dire battre la mesure. Hein, c'est ça. Alors ça, c'est très très intéressant, et tu fais vraiment très bien entendre que là, en l'occurrence, c'est pas du fantasme qu'il s'agit. Hein, alors, dans ton cas, on voit progressivement, en fait, c'est pas du fantasme, c'est du fantôme. Après, ça se développe. Mais on n'est pas dans l'univers du fantasme. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire aussi autour de ça, mais ça nous a spécialement retenu. Ben, là, c'était une idée de mon ami Frédéric Vinot, avec
lui avec Jean-Michel Vives, qui sont professeurs à Nice. On a beaucoup travaillé, d'ailleurs c'est Jean-Michel Vives qui avait au départ, c'était une partie de mon doctorat, et Jean-Michel avait beaucoup aimé cette partie, et donc il m'avait, disons, poussé à en faire quelque chose. Et avec Frédéric, on a travaillé beaucoup sur l'improvisation, on a dirigé un numéro pour Clinique méditerranéenne sur l'improvisation. Et disons qu'une fois on était ensemble ah oui, je pense que c'était, on faisait un séminaire ensemble aussi, espace analytique, et il analyse notamment les fameux tests de Freud, ein Kind wird geschlagen, un enfant est battu, et notamment il me fait remarquer qu'effectivement en allemand, ça veut dire les coups bas à la mesure, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, ça m'a intéressé beaucoup, d'abord par rapport à la question des coups dans la psychose, au sens que c'est vrai que moi j'avais le cas d'un patient pour qui la boxe avait été un moment fondamental avant de rentrer dans une paranoïa qui après est devenue une paraphrénie. Hein. J'en parle un peu dans les livres. Et donc cet élément où vraiment les corps pouvaient exister à partir des coups, ça permettait notamment de déplacer un peu un fantasme, hein, qui souvent peut être destructeur, hein, aussi, et qui peut virer au délire, dans la paranoïa ou même dans la mélancolie. Et dans la mélancolie, il est vrai que j'essaie d'analyser à partir aussi du discours de certains patients. C'est un chapitre un peu à part, hein, même si introduit quand même les cas de la patiente en question. J'avais été, il y a peut-être 20 ans, quand j'avais vécu à New York, et j'étais tombée amoureuse de cet artiste qui est Nan Goldin, qui est un photographe et qui a représenté dans tous ses états les mondes des travestis, les mondes des junkies, hein, disons, de la New York des années 70-80. Et elle a monté un spectacle à Arles où elle représente vraiment ces images, hein, comme ça, de façon très rythmique. Je n'ai pas vu le spectacle à Arles, mais j'ai vu un autre spectacle à la Villette, où, avec les Tiger Lily, c'était un groupe qui chantait, avec vraiment quelque chose, un morceau qui durait une demi-heure, donc avec une continuité incroyable, avec ces visions, hein, de fantasmatiques, je dirais même, hein, parce qu'on est peut-être dans cet ordre-là, qui étaient les photos de Nan Goldin. Donc, ces photos avaient un rythme intrinsèque à partir de cette musique qui était dans un sort de continu, vous voyez. Donc, ça s'est créé un système particulier de rythme. Et effectivement, j'ai analysé cette question à partir notamment aussi de la vie de Nan Goldin, qui avait perdu une sœur quand elle avait 18 ans, etc., avec plusieurs tentatives de suicide et une vie assez particulière, mais toujours accompagnée par la photo. Hein. Donc, encore une fois, la photo et les cadrages, vous voyez tout ce qui comporte, et en plus cette mise en scène, hein, qu'elle avait pensée pour présenter ces photos, lui a permis, à mon avis, de trouver un rythme particulier, en quelque sorte, qui donne la vie, hein, d'une certaine façon. On peut dire les choses comme ça. Et là aussi, si je peux ajouter une chose, je tiens à dire, parce que quand on dit rythme, il faut voir qu'est-ce qu'on entend par rythme. Hein, donc il y a toute une partie initiale où j'essaie d'aller un peu vite, où j'essaie de prendre les différentes façons. Il y a Torok, il y a Aristote, voilà, il y a tous les personnes, les philosophes et non seulement, qui ont travaillé cette question. Mais il est vrai que la définition que pour moi était fondamentale,
pour penser tous les travaux sur le rythme, qui m'a permis peut-être vraiment de revenir sur ce que je faisais moi-même quand je faisais du rythme, était notamment celle de Lévi-Strauss, qui est celle, je cite pas par cœur, par ce que je me rappelle, mais l'essence, je pense que c'est celui-là, les rythmes comme une série de permutations qui permettent de créer un système. Donc vous voyez, l'accent n'est pas sur la cadence, l'accent n'est pas sur l'alternance, mais sur les permutations. Donc ça implique l'idée que je vous disais tout à l'heure des variations. L'idée, le rythme n'est pas tellement quelque chose de l'ordre de loi figée, encore une fois, mais le point qui met en évidence Lévi-Strauss, c'est la variation. S'il y a du rythme, il y a des variations. Deuxième point pour créer un système. Donc un système, et là, c'est le point d'unité. Il faut que ça tienne. Il y a tous des passages magnifiques sous les décors pour expliquer qu'est-ce que c'est, notamment un système, en quelque sorte. Ce n'est pas simplement des variations libres. Et notamment dans les free jazz, qu'est-ce qui permet l'unité dans les free jazz, avec des variations qui sont spectaculaires, comme je disais tout à l'heure. L'idée est, par exemple, il y a une partie du travail où je reprends celui que je considère comme mon idole, qui est John Coltrane. Voilà. Et donc, avec John Coltrane, je me suis basée sur les travaux d'Alain Gerbert, qui est un musicologue très influencé par la psychanalyse, qui a écrit un livre qui s'appelle Les cas Coltrane, notamment. Et il analyse la façon forcenée de penser la vitesse chez John Coltrane. Donc vous voyez, je me base d'analogies assez simples, vitesse de John Coltrane, vitesse de Roxane, la patiente. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre ces deux vitesses? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Et effectivement, je me rends compte, parce qu'elle me parle d'ailleurs de la vitesse, la patiente. Elle me dit, moi je parle vite parce que ça me protège. Si je parle vite, si je m'arrête, je m'écroule. Et d'ailleurs, c'était une patiente classique. Elle avait des moments où elle fermait toutes les fenêtres de son appartement et elle restait enfermée dans la maison sans rien faire. Donc la vitesse, dans ses agissements, dans la parole, dans les rapports avec les autres, cela lui permettait de tenir, en quelque sorte. Et donc, je dis, mais quelle est la différence entre ces deux vitesses? Pourquoi une vitesse permet de créer de l'art? On ne demandait pas cela à l'autre, mais comment on pouvait exploiter cette vitesse, en sachant que la vitesse est aussi très dangereuse. Lacan dit que le problème n'est jamais l'état mélancolique dans la télévision, mais c'est l'état maniaque. C'est l'état maniaque qui pousse au suicide. Ça, je crois que toutes les personnes qui ont une expérience clinique de ces sujets peuvent bien se rendre compte. Quand il y a l'état mélancolique, il y a toujours la plainte, il y a toujours un discours qui peut se créer, qui tient en quelque sorte. Les moments maniaques est imprévisible, notamment. Et on ne peut pas prévoir, un passage à l'acte. Donc, la question était comment penser une vitesse qui aurait été pas destructrice pour la patiente. Et là, notamment, c'est là que les free jazz m'a été très utile, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous savez que John Coltrane a aussi fait du free jazz, Ascension, Interstellar Space, et un des... L'autre jour, on disait que lui, c'était pas du free jazz. Ça dépend. Chez lui, il y a toutes les époques. Il y a du bebop, on pourrait dire, quand il joue avec Miles Davis, quand il joue avec
avec son groupe, ou quand il joue avec sa femme et avec Archie Shepp notamment, et tous les groupes de free jazz, c'est encore un autre Coltrane. Hein. Donc moi j'aime tous les Coltrane, mais en particulier les Coltrane du free jazz, c'est celui-là qui m'a intéressé le plus, hein, où il y a ces sons purs, cette exaspération, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette vitesse-là qui tient? Eh bien, c'est le rapport avec les rythmes. On peut être dans des rythmes différents, on peut être dans une vitesse absolue, on peut être dans n'importe quelle forme, si on trouve les rythmes, ça tient. Voilà. Donc, la question a été celle-là. Si les éléments d'un groupe qui font des free jazz réussissent à trouver un élément commun, quelque chose qui leur permet de jouer ensemble, ma question était, est-ce que je peux jouer ensemble avec ma patiente? Est-ce qu'on peut créer un rythme? Cela a été particulièrement intéressant parce qu'elle me faisait rire. Il y a eu toute une époque d'équivoques, vraiment où il y a tous les, disons, les mots d'esprit, les néologismes. Il y a eu toute une période de création de la langue qu'elle a pu mettre en place qui était absolument fantastique. Hein. Elle-même, elle pouvait même s'en rendre compte, les remarquer. Donc il y avait, encore une fois, il y avait quelque chose du miroir, quelque chose du corps qui prenait comment dire, prenait place hein, dans notre rapport. Elle n'était pas simplement en train de s'abîmer en ne se soignant pas les dents, en venant avec les cheveux sales, en ne s'habillant pas comme il faut, etc., etc. Au fur et à mesure, hein, tu sais de qui je parle. Hein. Donc, il y a eu voilà, des moments où elle a pu se reprendre. Il y a eu des rechutes aussi. Hein, l'idée de penser la cure avec les rythmes n'est pas une petite recette. Hein, il y a eu plein de rechutes qu'on a dû faire face, etc. etc. Hein, tout à l'heure, j'ai regardé, il m'avait envoyé un message pour me dire que mercredi, elle n'aurait pas pu être là demain matin. C'était intéressant. Elle sait d'ailleurs, elle sait que j'écris son livre sur elle est très contente, oui. Oui, j'en ai parlé, elle était même fière, hein, même quand elle était très contente, donc elle sait, je ne sais pas si elle l'a lu, elle m'en a jamais parlé, mais voilà. Elle sait, donc tout ça a été très, voilà, a été vraiment concerté, comme on dit les choses ensemble, d'une certaine façon. Je suis assez attachée à la, disons, à la terminologie freudienne. Je pense, peut-être vous direz que je suis trop classique, trop orthodoxe, mais il est vrai que pour moi, il s'agit d'une mélancolie. Hein, je vous dirai les détails. Et il y a tout un chapitre où je critique les folies circulaires, toute une certaine position psychiatrique qui est très utile à lire, mais que je pense aujourd'hui on peut penser les choses autrement aussi parce que cette psychiatrie a conduit à cette radicalisation disons, d'une certaine nosographie, pour moi, assez simpliste, qui est les DSM. Hein, donc la folie bipolaire, excusez-moi, les troubles bipolaires, etc. Donc je ne voulais pas utiliser les termes des psychoses maniaco-dépressives, même si les écrits sous la psychose maniaco-dépressive, même j'ai cité tout à l'heure Kraepelin, un petit livre qui est absolument central, plein de détails sur les différentes formes avec lesquelles celle qu'il lui appelle psychose maniaco-dépressive et celle que j'appelle mélancolie peut se manifester. Moi, je l'appelle avec Freud, hein, je ne suis pas toute seule à appeler mélancolie. Donc, pourquoi mélancolie? Parce que il s'agit d'un cas de deuil pathologique. Hein. Si vous lisez les textes, il y a toute l'histoire qui a été reconstruite après coup. Et c'était cette femme qui a eu disons, un moment traumatique dans son existence, c'est-à-dire à la naissance de son quatrième enfant. Après peu sa naissance, son compagnon a essayé de tuer tout le monde. Et voilà, tout le monde s'est sauvé par miracle. Hein,
Et après, les compagnons de cette dame il a été mis évidemment en prison, après il est retourné à l'hôpital psychiatrique, et il a toujours essayé de se remettre avec elle. Et elle, dans ce qu'elle m'a raconté, elle était toujours dans l'hésitation, parce qu'elle voulait protéger ses enfants, elle avait peur de perdre ses enfants, mais elle était toujours très, très amoureuse de cette personne. Et disons, et là c'est le point, disons, clinique, à mon avis, central, la patiente n'a pas décompensé, entre guillemets, lorsqu'il y a eu les massacres, mais quand les compagnons s'est suicidé. Voilà. Pour moi, ça, c'est un trait clinique fondamental, qui change voilà, la façon avec laquelle on peut penser disons, la structure. Il y a après, au fur et à mesure, sont sortis d'autres deuils, d'ailleurs avec les autres maris qu'il avait quittés, la question du père, la question d'un premier fiancé lorsqu'elle avait 17 ans, la perte d'un enfant. Donc vous voyez, comme l'a dit Freud, c'est une série de deuils qui me fait dire qu'il s'agit d'une mélancolie, au sens... voilà, bien sûr. La manie, voilà, moi je voulais parler de la mélancolie, parce que pour moi la structure est la mélancolie, et la manie, comme dit Freud, est un état. C'est un moment, et je dirais même, comme je l'ai dit un peu rapidement, une tentative de guérison presque, une tentative dangereuse, moi je répète Freud, c'est-à-dire l'effet que, comme disait ma patiente, avec la vitesse, avec les moi se reconstituent, l'utilise, enfin je peux exister de nouveau. Les moi, grâce à la maladie, se reconstituent, mais se détruisent aussi plus facilement et plus rapidement. Vous voyez, comme c'est propre à tout symptôme, que d'un côté est toujours pharmacon, et d'un autre côté, voilà, comme tout pharmacon, de l'autre côté aussi très très dangereux. Donc c'est pour ça que je l'appelle, je parle d'un cas de mélancolie, au sens propre, dont j'analyse une phase maniaque. Il y a eu d'autres phases mélancoliques d'ailleurs dans la patiente. Et en plus, je me suis rendu compte d'une chose, que la mélancolie, quand elle n'est pas en crise, c'est très difficile à reconnaître. D'ailleurs, elle avait eu toute sa vie, avant cet épisode, elle travaillait dans un lieu très prestigieux, elle était particulièrement forte dans toutes les matières scientifiques, elle avait des diplômes. Vous voyez, elle était quelqu'un qui, sans les déclenchements, il n'y avait pas de traces de délire, il n'y avait pas de phénomènes élémentaires, il n'y avait rien qui pouvait faire entendre qu'il y avait une prédisposition, je dirais, c'est un terme pas très heureux, je l'admets, mais bon, une prédisposition au deuil pathologique. Pourquoi cette personne ne peut pas faire le deuil? Ça, c'est les mystères de l'être humain. Pourquoi d'autres arrivent à le faire? Pourquoi elle ne peut pas le faire à partir de, voilà, de ce que Freud et Lacan décrivent comme tout un travail sur l'imaginaire, l'idéal du moi qui se défait, et après qui se dissout, il y a une possibilité de réinvestir les objets, etc. Roxane, il ne s'agissait pas d'investissement d'objets. La question n'était pas là. C'était, comme dirait Lacan, de penser les symptômes, c'est-à-dire ce qui fait lien social. Et comme tu as dit tout à l'heure, il ne s'agissait pas de faire un lien social qui permet au sujet d'être reconnu. On n'est pas dans la sublimation. Et là, je te remercie de l'avoir remarqué, qu'en travaillant, nous les Lacaniens, nous sommes habitués à travailler sur les artistes. Joyce, moi j'ai aussi beaucoup travaillé sur Philippe Cadic, Nicolas de Staël, etc., etc. On a l'habitude à penser que vraiment ce qui enfin fait tenir les artistes, c'est une sorte
existence dans les liens sociaux. Dans les cas de Joyce, les noms. Colette Solaire parle du nom d'énigme. Pas du tout la langue, mais elle insiste sur le fait que ce soit ce nom qui restera pour les siècles à venir, alors que je ne suis pas sûre que ce soit cela qui tient dans les psychotiques. Je pense que la question... les liens sociaux, oui, mais il y a des liens sociaux qui ne se font pas forcément avec la renommée de l'auteur. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un petit autre avec qui pouvoir échanger. Mais la question du narcissisme, je pense, Lacan l'explique très bien dans les derniers chapitres du séminaire sur les transferts, la question du narcissisme et du moi, c'est une question névrotique. Ce n'est pas une question psychotique. Ça ne se présente pas comme ça, la question de la castration, etc. etc. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a autre chose, et c'est aussi notre intérêt à travailler aussi avec les artistes et avec nos patients aussi. Avec nos patients, c'est très rare de trouver des cas d'artistes, ou même, moi j'ai un cas très présent à mon esprit, qui là, il est arrivé, là, il n'est plus suivi par nous, mais on garde les contacts via les réseaux sociaux. Il publie carrément, mais les questions ne sont pas résolues. Vous voyez, cette idée un peu, parfois un peu, les symptômes n'est pas quelque chose qui arrange les choses. Il garde la trace du défaut, il garde la trace de ce qui ne marche pas. Et donc, voilà. Et surtout, s'il y a quelque chose qui marche, n'est pas du tout l'inscription en tant que non dans les sociales. Ça, c'est tous les derniers chapitres. Évidemment, je suis prête à discuter cette question. Je me rends compte qu'elle n'est pas très orthodoxe. Oui, j'irai avec des définitions un peu sommaires. Mais les tempos, moi je partirai du tempo, c'est l'idée qu'il y a une certaine vitesse qui est maintenue. Par exemple, nous pourrons dire les temps des horloges. Évidemment, en philosophie, les temps ne se réduisent pas à ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est la notion banale, ordinaire du temps. Les temps des horloges. Vous voyez, une vitesse qui est maintenue. Il n'y a pas un jour qui dure, je ne sais pas. C'est un choix, mais qui doit être maintenu. Alors, les rythmes, c'est les variations de ces tempos. Si vous voyez un danseur, s'il maintient une cadence, vous allez vous ennuyer. Par exemple, moi je suis un grand fan de la musique contemporaine, excusez-moi, de la musique de la danse contemporaine, Fabienne, et on a souvent l'impression qu'ils sont au rythme, alors que c'est complètement faux. Ils ont un rythme très créatif. Ils ont un tempo qui crée eux-mêmes et qui fabrique eux-mêmes, et donc qui nous fait perdre un peu les pédales parce qu'il n'est pas le rythme avec la cadence. Donc, en ce sens-là, je suis très sensible à ce que tu dis, parce que ça montre vraiment la complexité de l'affaire, parce que d'un côté, elle, ça me plaît ce que tu dis, la patiente, face à ce temps zéro, elle construit un surtemps, un tempo, tac, 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 avec une vitesse qui va vers la mort, comme dit Paul Virilio. Il y a des pages magnifiques sur la vitesse proposée par Paul Virilio. Donc, il y a donc tout cet super tempo, cet anti-tempo de la mort. Et donc, ce qui manquait, c'était les silences. Les silences aussi au sens de Jankélévitch. Les silences comme les mots qui s'arrêtent. Les bruits des mots aussi avec la clinique du sens, la clinique des raisons, qu'on est habitué parfois dans la névrose. Donc il fallait, tu vois, partir du zéro à un surtemps à penser des intervalles et du silence. Donc vous voyez tous les éléments qui créent ce que j'appelle un peu les frigès, dans des
combinaison qui est absolument inattendue, hein, donnée par vraiment nos corps. Parfois, elle sortait, je rentrais, il y avait un stagiaire qui partait, quelqu'un qui allait prendre de l'eau. Mais tout ça était quand même rythmé. Vous voyez, c'était pas qu'on faisait n'importe quoi. Non, on avait calculé, on les faisait en nous concertant, comme parfois on peut voir penser un groupe qui fait du free. Hein. Il faut être absolument soudé. Hein. Je ne sais pas si tout est d'accord, des filles qui étaient là à l'époque, une est encore à travailler avec nous, encore, Manon Rodriguez, et on était très très soudés. On était vraiment d'accord, on s'entendait avec un regard, hein, comment travailler avec cette patiente. Hein. Donc, si tu veux, la temporalité, il fallait l'inscrire d'une façon complexe. Il ne s'agissait pas simplement de passer de la mort à la vie. Hein. Il s'agissait de la construire en ce sens-là. Et puis, vraiment, il y avait cette ironie, ces mots d'esprit qu'utilisait la patiente. Et là, quand les comiques, qui est large, quand j'ai vu qu'elle pouvait faire rire, j'ai dit voilà, on va, parce on est en train d'aller quelque part. Parce que quand il y a les comiques, il faut du rythme. Les comiques aident des mathématiques, elles sont des mathématiques pures. Hein. Il y a, mais encore une fois, des mathématiques à partir des variantes et des situations complexes. Hein. Donc, encore une fois, il ne faut pas toujours penser, dès qu'on dit mathématiques ou dès qu'on dit aux structures, on pense à quelque chose, encore une fois, du figé. Et elle, là, quand elle faisait rire tout le temps, elle faisait rire moi, l'équipe, etc. On a dit, voilà, on a gagné. Et c'est incroyable comment, aujourd'hui, quand même, avec des hauts et des bas, mais comment cette personne se débrouille. Hein. Et jamais, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle soit quelqu'un qui vit mal. Moi, j'ai jamais eu cette impression. Et là, j'ai vraiment compris cette histoire qui est vraiment... C'était pas déficitaire. Ils n'ont pas, vraiment, elle, beaucoup de psychologues n'ont pas nos valeurs. Hein. Ils s'en fichent un peu d'aller en vacances. Ils ne sont pas forcément obligés d'avoir des oripophaliques. Voilà, l'oripophalique n'intéresse pas. Hein. C'est vraiment une autre existence. C'est pour ça que c'est aussi si important pour nous penser la différence. Et comme tu disais, hein, les différentiels, tout est dans les différentiels. Hein. Et c'est là qu'on est très structuraliste, si je me permets de dire, parce que la structure est fondée à partir de la différence des signifiants. Et quand il y a holophrase, qu'il y a, comme dirait Lacan, un problème qui n'est pas propre à la psychose, donc c'est vraiment des moments particuliers. Il faut qu'il y ait cette distinction entre S1 et S2 pour utiliser notre jargon, mais c'est facile à comprendre. C'est la différence qui instaure la différence elle-même. Vous voyez, ce ne sont pas les termes. Hein. Il n'y a pas, compris entre nous, hein, ce n'est pas moi et elle comme deux termes qui cherchent notamment la communication à partir d'un langage commun, mais c'est la communication en tant que différence qui constitue les termes. Hein. Là, je répète un peu sous sûr. C'est tout ce qui se passe, c'est tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire on était... Il y a eu toute l'époque de la discordance, c'est-à-dire d'une parole qui va dans un sens, une autre qui va dans l'autre. Les Art Ensemble of Chicago, hein, c'est Thierry Vanel qui me les a fait connaître pour la première fois. Et si vous les écoutez, il y a tout. Il y a des voix, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui jettent des tomates, je ne sais pas, tout peut se passer. Hein, et tout doit être possible, mais dans un possible qui crée un système, moi je dirais. Hein, l'ensemble, Art Ensemble of Chicago. Et donc, c'est ça qui était intéressant. L'harmonie était impossible. Moi, j'adore l'harmonie, c'est pas la question. Mais là, les jazz qu'il fallait, c'était celui-là. C'était celui des dissonances, des sons, et même par rapport aussi au corps. Les free jazz, on sent vraiment on sent les corps de l'instrument. Hein. On sent vraiment les corps. C'est les corps qui jouent tout seuls. Hein. C'est tout, je ne sais plus qui était, oui, je pense que c'était Louis Armstrong. Vous reconnaissez les sons de Louis Armstrong, vous reconnaissez les sons de Coltrane. Il est beaucoup plus difficile de reconnaître les sons du trompettiste
d'un orchestre, par exemple. Hein. J'exagère parce que c'est là où on ne peut pas les dire par rapport à tous les instruments, mais disons pour rendre l'idée, il y a quand même quelque chose du corps, comme tu disais, de la présence qui est là. Et là, j'en profite pour te suivre. Oui, ça nous est déjà arrivé de parler ensemble de cette question que nous défendons une psychiatrie, une psychanalyse psychiatrique qui n'est pas forcément proche de la psychothérapie institutionnelle. Il s'inspire comme tout le monde, mais simplement, comme tu disais, parce que il n'y a pas, disons, on ne délègue pas à l'institution. C'est pas l'institution qui est censée, on ne soigne pas l'institution. Hein. Je veux dire, l'institution se soigne avec nous, avec les patients, voilà, tout le monde, comme tu disais, l'un par un, qui construit et qui constitue à chaque fois un lien. Hein. Moi, personnellement, je ne mettrai pas Guy Danin parce que je ne me permets pas. Moi, je me sens beaucoup plus fille de Basaglia, hein, qui était l'italien de l'antipsychiatrie, ce qui ne veut pas dire détruire la psychiatrie, mais simplement c'est l'idée, à la limite, de la détruire pour la reconstruire ou pour construire quelque chose d'autre complètement différent. Hein. Je me sens beaucoup plus proche, aussi même la façon avec laquelle il analyse ces cas par rapport à Jean-Henri ou d'autres, même si dans les livres, il y a Jean-Henri que je reprends par rapport notamment l'être là dont il parle. Et lui aussi, il travaille la question du rythme. C'est vraiment, j'étais à la Borde, je fais un stage qui m'a beaucoup servi, qui a fait qu'après j'ai voulu faire psycho pour travailler en psychiatrie. Mais encore une fois, la question pour moi, ce n'est pas l'institution, ce sont les éléments, les sujets, et après l'institution est avec eux. Hein, donc que ce soit les patients, que ce soit... Mais il n'y a pas une position, encore une fois, transcendante de l'institution. Elle n'est pas en haut. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'il y a une différence, je pense, des travaux qu'a initié Guy Danin et quand même les travaux de Jean-Henri. Et aussi de Tosquelles. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, à vous. Sylvia.